C'est parti, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode des Design Bento Box. Alors, c'est le 12e épisode aujourd'hui, ça va être le dernier avant ces grandes vacances, entre guillemets. On se retrouvera ensuite en septembre. Durant cette période, d'ailleurs, si vous voulez en profiter, vous pourrez retrouver tous les épisodes sur notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, on va parler de design system avec Cassandra, Christina et Hugo, que j'ai le plaisir d'avoir avec moi et qui, pour une fois, sont tous les trois des intervenants au laptop qui interviennent dans nos formations. Donc aujourd'hui, on va parler de design system. Vous pouvez interagir avec nous durant toute l'émission comme vous êtes en train de le faire là sur le chat. Si jamais vous avez des questions en particulier sur ce qui va être dit par nos intervenants, n'hésitez pas à les poser cette fois dans l'onglet questions qui est juste à côté du chat, parce que ça nous permettra comme ça de référencer toutes les questions pendant l'événement et d'y répondre ensuite. Si jamais vous n'avez pas de questions, c'est pas grave, ça arrive, mais vous pouvez aussi aller voter pour les questions des autres personnes, et comme ça, on choisira les questions qui ont le plus de votes. Voilà, donc 2 petits onglets pour vous, cet onglet chat, cet onglet questions. Avant de commencer, je vais faire un petit tour de table. On va commencer par présenter chacun des intervenants d'aujourd'hui. Alors, en commençant par ordre alphabétique, Cassandra. Donc, Cassandra, tu es content designer et écrivaine en freelance. Tu me corriges si je me trompe, mais tu t'es lancée en tant qu'UX Writer freelance il y a maintenant 4 ans. Aujourd'hui, tu travailles au sein de l'équipe design de Criteo, donc une des fameuses licornes françaises, pour laquelle tu as le poste de content designer et UX Writer. Au laptop, donc, tu animes la formation UX Writing. Nous avons ensuite Christina. Christina, comment te décrire? Tu es avant tout, je pense, une entrepreneuse motivée par les challenges, avec beaucoup d'énergie. Voilà, tu as été diplômée des Beaux-Arts en Bulgarie, un master en communication visuelle, et tu as créé déjà plusieurs agences UX. La dernière en date s'appelle Sérieux, avec laquelle tu accompagnes plein de clients sur leurs problématiques design, mais aussi tech. Au laptop, tu es chargé d'animer les 2 jours de formation consacrés au design system. Donc attention, petite pression, tu es notre référent de design system aujourd'hui, hein. On compte sur toi. Et enfin, Hugo. Alors Hugo, je t'ai gardé pour la fin, parce que Hugo, c'est sans H, donc par ordre alphabétique le dernier. Hugo, tu es freelance depuis plus de 10 ans. Toi aussi, tu accompagnes des entreprises pour créer des expériences qui allient une vision business et besoins utilisateurs. Alors, on en a parlé un petit peu avant, mais tu es un peu notre token enthousiaste du jour. Donc, on verra, on va parler un petit peu design token à l'occasion, et n'hésitez pas, si vous avez d'ailleurs des questions sur ce sujet, à nous les poser. Et au laptop, tu es chargé de l'animation de notre formation Figma de niveau 2. Tu interviens aussi occasionnellement sur la formation Design Sprint. Donc voilà pour les présentations. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Non, nickel. Parfait. Parfait. Bon, moi, c'est Jordan. Du coup, je suis chargé de communication au laptop et je vais animer cet épisode des Design Bento Box. Je vois qu'on a déjà une question. Je vais y répondre rapidement parce que c'est une question qui va intéresser tout le monde. Alors, est-ce que nous aurons... C'est Julien qui demande si nous aurons un lien pour le streaming, pour le replay. Donc oui, forcément, si vous êtes inscrit, le lien que vous avez reçu, vous pourrez l'utiliser pour accéder au replay, je pense, quelques 5 à 10 minutes après l'événement. Et vous pouvez aussi, comme je disais, retrouver tous nos événements sur notre chaîne YouTube. Tous les replays y sont disponibles gratuitement. Alors, on voulait commencer par une première partie introductive, une partie qui porterait sur savoir qu'est-ce qu'un design system. Mais avant de se lancer, on voulait vous proposer, Christina en particulier, vous proposer de répondre à un petit Menti. Donc, je vous l'ai mis là tout de suite dans le chat. Voilà, c'est la question qu'on vous pose, c'est selon vous, qu'est-ce qu'un design system? Donc, je vous propose, on se donne peut-être une petite minute pour essayer d'y répondre tous ensemble. Donc c'est accessible dans le chat. Prenons cette petite minute et ensuite ça permettra à Christina d'enchaîner sur la définition du design system. Là, je ne sais pas si tu as les résultats en direct, Christina, qui s'affichent. Si. Pour l'instant, il n'y a personne encore qui a répondu, mais ça y est, je commence à en avoir 6 répondants déjà. Donc, allez-y. Ça arrive. Je te partage, Jordan, le lien au cas où, si tu veux. Hop. Ça marche, merci. N'hésitez pas à répondre, parce que ça va aussi nous aider à faire cette émission en fonction des réponses qu'on a, de voir un petit peu si vous avez déjà une idée précise de ce qu'est un design system, et si c'est le cas, on pourra avancer plus vite.
N'ayez pas peur de vous tromper, hein, c'est pas du tout. Il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de fausse réponse. C'est une prise de température plus qu'autre chose. Au pire, on vous juge, mais c'est pas grave. Et il y a une note attribuée à la fin pour nous aussi. Déjà, il y a 15 répondants. On commence à avoir pas mal de réponses. Donc, pour l'instant, le mot qui ressort le plus en grand, c'est composant et documentation. Ouf. Il n'y a pas que les composants, enfin. Mais après, il y a effectivement, c'est un peu éclaté encore. On voit la notion des guidelines, de langage commun, de template, de UI-kit, de référence en design graphique, un projet long. Voilà, donc il y a pas mal de trucs là qui commencent à émerger. Ça, c'est sur la partie Menti. Je vois aussi que sur les commentaires, il y a également Camille. Donc, c'est Camille qui a dit coucou Cassandra sur le projet lent. C'est une collègue de chez Criteo, donc ça ne me surprend pas. Ok, le composant, ça continue à grossir, ça prend le dessus. Donc, il y a les guidelines, le composant et la bibliothèque qui sont les plus importants, le plus souvent cités. Donc, il y a 29 répondants pour l'instant. 30, ça y est. Alors, plateforme discursive. Alors, ça, c'est un truc que je vois pour la première fois. C'est assez intéressant comme terme, discursive. C'est intéressant. J'aimerais bien en savoir plus sur ce terme que je ne comprends pas. Cassandra, au secours. Qu'est-ce que ça voudrait dire? J'avoue que moi non plus, je ne connais pas ce terme. Voilà, donc il nous faudra... Je regarde, j'enquête, excusez-moi, je n'avais pas vu là. Il y a une plateforme discursive qui se traîne en rose en bas à gauche du nuage de mots-clés, donc qui m'intrigue. Plateforme discursive du discours, j'imagine, mais j'avoue que c'est un terme auquel je ne suis pas familière. Donc la personne qui l'a mis, je suis hyper curieuse en vrai de savoir ce que ça veut dire. Voilà, donc voilà, ça c'est la question qu'on posera à la personne qui l'a écrit, parce qu'effectivement c'est un peu un mystère. On peut partager peut-être l'écran, je ne sais pas, il y a combien étant passé déjà? Il y a 34 répondants déjà. Est-ce que tu partages, Jordan, du coup, ton écran? Je vous partage le résultat. Je vous ai mis aussi le résultat dans le chat si vous voulez y accéder. Hop, mais on va faire ici. Et voilà. Vous voyez bien l'onglet qui s'affiche. Voilà. Nickel. Donc voilà, en fait, on voit qu'effectivement, au centre aujourd'hui, on a toujours les composants qui sont là. Donc, ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas totalement vrai encore. Donc effectivement, ce qui est important avant de démarrer un projet de design system, c'est d'être sûr qu'on est bien aligné sur la signification qu'on lui donne, parce qu'aujourd'hui, on retrouve plein de définitions, autant de designers, autant d'agences, autant de personnes, qu'autant de définitions sont existantes autour du design system. Alors, mon humble définition à moi, c'est quand même un projet collaboratif, c'est un outil de transformation digitale autour de la culture d'une organisation dans son entièreté. Et effectivement, ça peut passer par les composants, mais ce sont juste une brique à l'intérieur d'un quelque chose de plus grand qui englobe vraiment toute la partie interaction et collaboration à travers les équipes. Parce que avant tout, ce sont les équipes qui construisent un système et donc c'est leurs interactions, leur façon de collaborer ensemble qui vont créer et générer ce système. Et le composant, c'est juste une brique à l'intérieur de tout ça. Donc ça, c'est ma définition personnelle. Je vais laisser quand même Hugo et Cassandra du coup de compléter par rapport à ce que moi je dis. Donc effectivement, il y a l'UI-Kit, il y a la partie documentation qui est très importante. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans beaucoup de cas, la documentation, elle est très sommaire ou très souvent négligée, alors que c'est dessus que repose en fait le succès du design system ou non. Et on va souvent pas au-delà de l'UI-Kit, on s'arrête souvent au chemin et c'est très souvent d'ailleurs tout simplement ce qu'on a besoin. Je suis désolée, je suis un peu stressée, mais après une fois que j'ai parlé pendant 10 minutes, ça ira mieux. Mais effectivement, il faut dépasser l'UI-Kit et d'aller un cran plus loin. Et donc là, parler effectivement d'organisation, de process, de personnes, et donc d'embarquer tout le monde dans une vision commune qui est sur le socle du design system. Du coup,
Vous en pensez quoi, les amis? Non, c'est une super vision globale de ce qu'est un design system. D'un point de vue purement production, c'est vrai que souvent, on a ces mots qui reviennent très souvent, composants, documentation, etc. Parce que souvent, le lien avec l'UI-Kit, c'est que c'est la première brique d'un design system, c'est le côté production, avant que ça devienne quelque chose qui s'enrichisse et qui devienne des process, plein de choses qui sont partagées au niveau d'une organisation qui a une maturité design, selon moi, un peu plus avancée que certaines autres structures. Ça dépend de l'étape du projet. Mais c'est vrai que ça commence par là, mais par ce côté très production. Mais ensuite, c'est vrai que le but final, c'est quand même d'arriver à créer ce produit dans le produit qui va nous servir à construire ce qu'on fait et à travailler mieux, plus intelligemment, etc. C'est pas le problème de ces UI kits, comme tu le disais, ou quoi, c'est que souvent, ça devient des chartes graphiques un peu de nouvelles versions qui sont vite obsolètes, qui sont vite laissées dans un coin, on ne sait plus vraiment si c'est à jour, pas à jour, etc. Et c'est d'où l'importance de la documentation et qu'elle soit vraiment adoptée, créée à plusieurs et adoptée. Je ne sais pas ce que Cassandra pourra rajouter sur ce point-là, quoi. Ouais, complètement. Non, évidemment, je suis évidemment d'accord avec vous. Le design system, comme vous le dites, c'est un outil de collaboration et un outil de communication qui est hyper puissant et qui est incroyable. Et dans un excellent design system, il y aura les composantes dont je vais vous parler là comme étant des fondamentales. Il s'avère que, un peu comme vous le disiez, quand on s'arrête à l'UI-Kit, quand on s'arrête à la charte graphique, souvent on s'arrête aussi juste à 2-3 notes sur comment est-ce qu'on écrit, à quoi sert la voix et quelques fautes à pas faire, ce qui est très bien. Mais en fait, un excellent design system va beaucoup plus loin aussi d'un point de vue contenu. C'est un ensemble de savoir qui comprend également toutes les modalités tonales qu'on peut mettre en place lorsque l'on écrit pour la marque dans les différents composants. Bon, on aura le temps d'en parler plus en détail, j'en suis sûre, mais voilà, qui va un peu plus loin qui donne une lecture aussi émotionnelle de votre composant, c'est-à-dire en fonction du message à passer, quel est l'ensemble des composants que l'on peut mettre face à l'utilisateur et donc comment est-ce qu'on peut les écrire. Donc il va vraiment beaucoup plus loin dans ce que l'on imagine être la documentation simple. On va vraiment ne pas juste dire voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire, mais vraiment offrir une lecture complètement différente, très ajustée à vos utilisateurs, très souvent testée, même jusqu'au moindre mot. Donc voilà, c'est là où ça devient très, très intéressant. Bon, je pense qu'on aura le temps d'aller plus en détail dessus, mais voilà. Merci en tout cas pour ces premières définitions qui sont déjà hyper précises. Donc on comprend bien la différence entre UI-Kit et Design System. N'hésitez pas d'ailleurs, si pour vous c'est pas clair ce que c'est qu'un UI-Kit, à nous le dire tout de suite dans le chat, comme ça on prendra quelques instants pour le préciser. Mais du coup, tu as évoqué notamment, Christina, quelques objectifs qui sont de transformer l'entreprise. Que comprend l'UI-Kit? Bon, écoute, on a une question. On va peut-être commencer par ça, du coup. Qu'est-ce qu'un UI-Kit? Et du coup, qu'est-ce qu'il y a en plus dans le design system? Qui se lance? Moi, je vais essayer de résumer ça rapidement. Alors, encore une fois, c'est perfectible et je peux me tromper. C'est vraiment, je donne ma vision de la chose, mais comme je l'expliquerai comme un UI-Kit, c'est clairement quelque chose qu'on peut récupérer, par exemple, dans Figma, et qui est une bibliothèque de composants Figma, qui va être le miroir, logiquement, d'un UI-Kit côté code, mais qui seront deux librairies qui logiquement, sont le miroir l'une de l'autre, mais pas beaucoup plus de documentation sur l'utilisation. C'est vraiment très, très designer dev, point. C'est comme ça que je résumerai l'UI-Kit grossièrement. Oui, effectivement, c'est une boîte à outils, c'est une bibliothèque de composants qui sont pré-chartés en accord avec le style guide de la société, enfin de l'organisation du produit. Après, derrière, il y avait une question, c'est Jules qui posait s'il y a des micro-interactions. Oui, effectivement, on peut intégrer aussi des micro-interactions à l'intérieur de l'UI-Kit. Après, la design system, c'est un cran au-dessus, donc ça englobe cette partie UI-Kit, bien entendu. Merci. On a Nicolas d'ailleurs qui propose
Sa Ah, définition à lui dans le chat. ça, c'est d'ailleurs une expression que j'utilise très, très, très fréquemment en formation. Donc, je parle de cheval de Troie parce que souvent, on rentre sur le sujet du design system et ça nous permet en fait d'identifier tous les points de friction à l'intérieur de l'organisation. Parce que Jordan, toi, tu as évoqué, et même Cassandra, la question de la maturité aussi sur le design system, et toi, Hugo aussi. Enfin, voilà, c'est un peu la question qui se pose à chaque fois. Mais voilà, c'est vraiment d'identifier d'abord, on va dire, les pots pourris pour pouvoir vraiment les purger, les nettoyer avant de commencer à penser à design system, parce que si la base n'est pas bonne et si les personnes ils ne sont pas capables de porter ce type de projet, c'est un peu comme un soufflet que tu sors très vite du four, ça fait voilà, donc ça retombe très vite et ça crée beaucoup de déceptions et beaucoup de casse aussi, et c'est pas l'objectif. Et c'est vrai que quand on se lance dans un projet design system, on a tendance à un peu, enfin moi en tout cas je le vois, on peut des fois sous-estimer un peu cette espèce d'impact politique monumental que peut avoir un design system. Alors, en tant que content designer ou UX writer, je sais qu'il y en a quelques-uns là qui sont là aujourd'hui, on est très souvent très confronté et très vite au côté politique, parce que poser des mots sur quelque chose, c'est le définir, c'est proposer un angle de vue, etc. Donc on a un peu l'habitude de cet environnement-là, mais c'est vrai qu'avec le design system, avec tout le travail de design system auquel moi j'ai la chance notamment de participer, et je pense que c'est quelque chose que vous vivez aussi, on rentre vraiment en plein dans cette notion de quel est notre produit, comment est-ce qu'on le définit, comment est-ce qu'on le fait parler, comment est-ce qu'on l'incarne. Et ça, en fait, forcément, vous allez vous retrouver avec des interlocuteurs hyper politiques. Donc oui, comme tu le dis très bien, Christina, et comme Nicolas le proposait, je trouve que la métaphore du cheval de Troie, elle est parfaite. Enfin, c'est vraiment ça. On rentre sur un sujet qui a l'air un peu innocent, puis en fait, on commence à déballer une tonne de questions qui sont absolument nécessaires pour poser une vraie documentation qui soit par la suite partagée. Totalement. Il y a Julie qui parle à partir de quel niveau de documentation on parle de design system et non plus du UI-Kit, qui est une excellente question d'ailleurs. Effectivement, on peut avoir un UI-Kit qui est très bien documenté, qui nous permet de l'utiliser dans notre produit. Et franchement, dans la plupart des cas, c'est totalement suffisant. Et il n'y a pas de honte à avoir ou de choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, je reçois plein de demandes de personnes qui demandent des design system. Oui, on veut faire un design system. Oui, il nous faut un design system. Et en fait, quand on commence à creuser un peu plus le sujet, en fait, un UI-Kit très bien documenté fait l'affaire. En fait, effectivement, il y a la question de la documentation pour le design system. Il y a la question de la gouvernance, donc de plusieurs personnes. Donc, ce n'est pas une seule personne. Un UI-Kit, un designer avec un développeur peuvent le faire. À partir du moment où on parle de design system, c'est-à-dire que c'est plusieurs métiers qui vont s'engager à collaborer ensemble, à définir des process entre eux. Donc, comment on fonctionne en tant que groupe, en tant qu'entité, et comment on fait donc cette documentation, qu'elle soit en fait un peu le chapeau qui gère notre organisation interne. Et donc, après, bien entendu, tout ce qui est UI-Kit, tout ce qui va être style guide, chart, identité digitale, enfin, peu importe. Mais c'est vraiment, je dirais que c'est la collaboration et plusieurs personnes, plusieurs entités qui vont intervenir et qui vont créer donc le système et pas juste le UI-Kit. Je ne sais pas si c'est clair, et Hugo ou Cassandra, si vous êtes alignés avec ce que je dis, mais go for it. Complètement. Enfin, moi, c'est une métaphore que j'utilise souvent et qui peut peut-être aussi aider. On appelle aussi, en fait, tous les efforts pour rajouter du contenu dans le design system, on a tendance à appeler ça content system. C'est un mot qui buzz beaucoup en ce moment côté content design, etc. Pour moi, c'est ça, hein, c'est exactement ce dont on parle. Et c'est la différence vraiment entre une documentation fixe, donc ce qu'on appelle des guidelines, voilà, la documentation classique de grammaire, d'orthographe. C'est la différence entre ça et un content system. Donc cette notion de gouvernance, cette notion où on va tester, on va mettre à jour sans arrêt, on va l'utiliser pour communiquer. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion d'organisme vivant, je trouve, que l'on crée et que l'on ajoute et qui fait un design system vraiment par définition. Totalement. C'est pas un projet en fait qui se termine. Donc un UI-Kit, il peut avoir un début, une fin. En fait, on peut le prévoir dans le temps, entre parenthèses. On peut le quantifier. Un design system a pour objectif de commencer, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer. Globalement, il n'y a pas de fin à un design system parce que c'est vivant. Il faut le nourrir, il faut le maintenir, il faut le chuchoter tout le temps, tout au long de sa vie. Donc normal. C'est ce qui n'est pas évident à faire comprendre des fois dans des entreprises qui n'ont pas une maturité très grande à ce niveau-là. Et ça se comprend. Enfin, moi, si je sors si je me mets en dehors de mes pompes de designer qui connaît le sujet, je peux comprendre. C'est quelqu'un, on va arriver, on va lui dire, voilà, on va commencer un sujet, donc il va falloir vraiment que vous soyez impliqués dedans. Et on va parler de questions stratégiques, on va parler de vision, on va parler de plein de choses, de production, etc. Et en même temps, on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. C'est normal que ce soit un peu anxiogène, mais voilà, ça fait partie
du truc. Quand tu construis ton produit, logiquement, ton produit n'a pas une date de fin, c'est-à-dire qu'il va continuer à évoluer, ton service, etc., selon les besoins. Et c'est assez logique que les outils avec lesquels tu crées ce truc-là évoluent en fonction d'eux. Mais c'est parfois pas évident à appréhender selon la maturité des gens qui passent la commande ou entre guillemets qui décident de mettre ça. C'est bien quand le design system, quand l'adoption vient d'en bas, que c'est vraiment du côté même très production au départ et puis que ça grossit petit à petit. Je trouve que ça a tendance à être des design systems qui s'enrichissent et qui, même si on se casse tout le temps les dents à un endroit ou à un autre, quand on fait un design system, il y a des choses qui ne marchent pas, etc. Ça fait partie du truc. Mais quand c'est vraiment une demande pour répondre à une espèce de mode ou de hype et qu'elle vient d'en haut et qu'elle n'est pas adoptée qu'elle est imposée ou quoi, je trouve ça moins évident. On part de suite dans des trucs un peu plus gros, des fois trop gros. Et justement, moi, ça m'est arrivé de voir des entreprises qui ne réalisaient pas, comme tu disais, je ne sais plus si c'est Cassandra Christian qui disait ça, mais qu'il y allait vraiment avoir besoin d'un ownership et de gens qui débloquent du temps pour justement en gagner après, hein, mais c'est sur le moment, il faut débloquer du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sur un coin de table. Et donc, vaut mieux commencer petit, humble et tranquillement, pas après pas, que vouloir se lancer dans un truc trop vaste dès le début. Enfin, ça, c'est un conseil que je donnerais, il n'engage que moi. Merci. Pour finir un peu cette première partie, peut-être on a pas mal parlé du coup de l'UI Kit et du design system. À partir de quel moment ça vaut le coup pour une entreprise, pour une organisation, de se lancer dans le design system? C'est quoi un peu les voyants qui doivent être au vert pour vous pour lancer ce projet? Le monde de tambour. Je ne saurais pas vraiment comment répondre à ça parce que c'est pas comme s'il y avait une recette toute faite ou un indicateur d'un coup avec un voyant qui s'allume quelque part en disant You need a design system now. Enfin, tu vois, mais je pense que c'est si d'un coup tu as besoin d'augmenter tes équipes, d'accélérer la production ou de réduire la dette, il va falloir à un moment ou à un autre que tu passes par ces étapes-là, même si elles ne sont pas de suite dans un énorme design system, mais de côté de commencer une rationalisation de ton design, une chasse un peu aux choses qui ne vont pas et comment on pourrait, cette feature pour la sortir, on a mis vachement de temps, comment on pourrait faire autrement. Enfin, il y a, je pense, plein de signaux, mais pas vraiment un signal particulier qui dit que. Ouais. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que je pense qu'en fait, un design system, c'est jamais, comme tu dis, un voyant qui s'allume au vert en mode bon, bah, il nous faut un design system. En fait, par défaut, je pense qu'il y a toujours des espèces de bourgeons de documentation, de gens qui ont essayé de rationaliser leur propre travail, etc. Enfin, je sais que c'est quelque chose que je vois énormément dans le cadre de mon métier, ce qui m'a permis, je pense, de me greffer aussi beaucoup à ce que fait Criteo à l'heure actuelle et Node.js. Mais c'est vraiment... en fait, moi, déjà, dans mon coin, j'essayais de rationaliser mon approche, de la justifier, de la tester, de la faire comprendre et de la diffuser. Et donc, en fait, quand vous vous rendez compte en fait que l'ensemble de cette documentation prend une masse critique et surtout que si vous n'y consacrez pas plus de temps, vous allez passer votre temps à réinventer la roue. J'ai vu l'expression passer dans le chat que je trouvais très vrai. Bah en fait, c'est maintenant en fait, c'est quelque chose que vous pouvez commencer, comme tu disais Hugo, de façon très modeste au départ. Voilà, commencer à tout poser au même endroit, commencer à aller taper sur les épaules des gens qui éventuellement pourraient vous aider. Mais en effet, c'est comme tu dis, c'est des micro-signaux, des signaux faibles, on va dire, qu'il ne faut vraiment pas ignorer. Et il n'y a aucun mal à commencer ça très tôt, pour le coup. Oui, c'est sûr que plus tôt, si c'est très tôt dans le projet, ce sera plus simple. Quand on arrive et qu'on doit se lancer sur des chantiers où d'un coup, on doit mettre en place quelque chose en partant d'une grosse dette technique, de choses qui ont été construites sur plusieurs produits comme je le vois marqué dans le chat ou quoi, c'est sûr que ça demande beaucoup plus d'efforts. Mais en tout cas, le retour sur investissement est en général positif quand il est adopté, ce design system. Parce que c'est, au final, je trouve une des choses les plus importantes, c'est cette notion d'adoption. Pour moi, en tant que tu sois avec un designer et un dev à faire un tout petit design system microscopique pour qu'il soit... juste pour les équipes de production, s'il n'est pas bien adopté, c'est qu'il y a un moment où tu adoptes, où il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ça ne sert à rien de partir dans quelque chose de trop gros. Il faut vraiment se focus sur l'adoption parce que, c'est mon point de vue, parce qu'un système qui n'est pas adopté, c'est un système qui ne vit pas.
et du coup qui devient obsolète très vite et du coup qui ne fonctionne pas par définition. Et encore une fois, se vautrer, c'est pas grave. Je vois pas comment on peut ne pas se vautrer en faisant un design system d'ailleurs. Mais Et du coup, on a parlé un petit peu, on passe à cette deuxième partie, du coup, comment mettre en place un design system. Tu as commencé à le dire, Cassandra, il faut commencer de façon modeste, commencer peut-être par soi, par déjà faire sa propre documentation, commencer à aller à taper, tu l'as dit, sur l'épaule des autres. Je ne sais pas, quelles sont les autres étapes pour vous après? Comment est-ce que, quand vous avez été face à ce problème, vous avez géré la mise en place d'un design system? Est-ce qu'il y a des étapes ou est-ce que c'est comme les signaux? Il n'y a pas vraiment de signaux, il faut juste avancer. Moi, je pense qu'il y a une phase de recherche, elle est super importante en fait pour identifier les besoins. D'ailleurs, dans le chat, il y a Clément qui l'a bien noté. Il y a toujours une phase d'audit, de cadrage aussi qui est vraiment primordiale. Et c'est ça aussi, en tant qu'agence externe, qui permet aussi de se dire est-ce qu'il y a réellement besoin ou pas d'investir autant d'efforts dans la création d'un design system ou est-ce que c'est autre chose qui peut résoudre tel problème? Parce qu'au final, le design system, c'est la réponse est une problématique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un design system comme ça, un bon lever de matin, tiens, je vais faire un design system. Non, c'est qu'on rencontre un problème et qu'on pense, on émet une hypothèse de dire le design system peut être la solution. Mais donc, pour confirmer une hypothèse, il faut faire une recherche. Et donc, à partir de cette recherche, on va interroger les parties prenantes, on va vérifier que il y a ce réel besoin qui est exprimé et à ce moment-là, on pourra tirer les conclusions et donc de dire, OK, il faut avoir ce design system et donc après, derrière, de planifier une roadmap à court, moyen et long terme parce que forcément, il faut partir petit et donc souvent, la première brique la plus simple et la plus rapide à mettre en place et donc de démontrer aussi l'importance ou l'intérêt d'avoir un design system, c'est l'UI Kit. Donc forcément, l'UI Kit, c'est la première brique qui est la plus facile à vendre en entreprise, qui peut très rapidement démontrer l'intérêt de harmonisation en fait, de composants. Comment on les utilise à travers les canaux, si on a plusieurs produits, etc. Et donc, quels sont les bénéfices qu'on va en tirer. Et donc, ensuite, de tirer un cran plus loin et donc de commencer à élargir ce fameux cercle et donc de grossir pour arriver vers quelque chose de plus systémique. Donc, je ne sais pas, Cassandra, chez toi, comment ça se passe aujourd'hui ou Hugo par rapport à tes expériences, mais en tout cas, c'est ma petite vision des choses. Oui, j'aime assez cette idée de quelque chose d'un peu organique qui grossit petit à petit et qu'on arrose doucement, on va dire. Personnellement, ce que j'essaie de faire quand je dois travailler sur ces sujets, c'est essayer de trouver au tout début, au moins vraiment des ambassadeurs en interne, des gens qui ont vraiment envie de déployer ça, qui ont vraiment le besoin. Et parce que des fois, ils doivent même convaincre leur hiérarchie. Et c'est pas toujours facile. Donc, il faut vraiment trouver ces gens qui ont envie d'être moteurs de ce projet parce que on parlait de la documentation. Certains designers n'ont pas du tout le profil ou en tout cas n'ont pas envie d'avoir ce profil design system manager et de se taper de la doc de composants et d'être dans des choses très geek. Donc, il faut trouver dans son équipe celui qui a envie de faire ça, celui qui a une appétence pour ça. Et pareil. Accompagné par des personnes dont c'est le métier aussi, comme Cassandra, par exemple. Exactement. Et puis la doc technique aussi, j'ai trouvé quelqu'un chez les devs ou dans la tech qui a une appétence pour ça et qui a envie de se lancer dans ce projet parce que c'est difficile. Je trouve que c'est très difficile d'avoir un projet comme ça avec un seul owner. Je sais qu'il y a différentes formes de gouvernance, mais je trouve qu'un seul owner, c'est compliqué. C'est mon point de vue. Complètement. Pour le coup, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai une chance incroyable chez Criteo, c'est que le projet Design System a été monté principalement par nos UI. Et en fait, par défaut, on fait partie de la même équipe, forcément. Donc, on en a parlé et je me suis greffée à cet effort-là parce que déjà, ça faisait sens d'un point de vue content designer de participer à ça. Mais voilà, j'ai eu cette chance vraiment d'arriver à un moment où eux étaient en train de rassembler ces fameux stakeholders et je me considère comme un des stakeholders en fait aussi du design system parce que j'en suis utilisatrice et puis contributrice et c'est ce que vous dites est hyper vrai en fait, c'est fondamentaliser une petite équipe ou des gens qui sont prêts à donner un peu de leur temps et à déployer chez eux, etc. C'est un effort qui va se déployer sur le long terme, c'est évident, mais c'est la première étape pour sûr.
Top, merci. Donc, si je résume un peu ce qu'on vient de dire ensemble, la première étape pour monter un design system, un audit, un cadrage. Ensuite, on y va brique par brique, quelque chose d'organique, un peu comme un petit bébé qu'on ferait grandir petit à petit en équipe. Tu nous as dit, Hugo, de trouver des ambassadeurs. Concrètement, toi, Cassandra, par exemple, il y a des UI, toi, tu es X-Writer. Est-ce qu'il y a des devs? Est-ce qu'il y a d'autres gens dans ton équipe? Chez nous, il y a des devs qui font partie de l'effort, même si, après, moi, les porteurs principaux chez nous, c'est les UI, mais ils ont évidemment toute une équipe de devs qui les accompagne. Je pense que Camille dans le chat pourra répondre un peu plus en détail, mais je pense que c'est pareil aussi pour vous, Christina et Hugo. Oui, tout à fait. Moi, c'est en général, on va dire un designer, un PM et un dev, c'est cool déjà pour commencer. Ouais, c'est le minimum. Franchement, c'est le meilleure équipe de démarrage qu'on peut avoir. Donc, Et après, c'est vrai que si dès le départ, on a un content designer, parce que tu parlais tout à l'heure, Cassandra, de faire justement dans cet aspect du content design qui est vraiment de rationaliser un peu ce que va dire notre produit, sur quel ton on en parle, etc. C'est déjà, quand on en arrive à ce stade-là dans un design system, c'est de plus en plus présent dans les préoccupations, on va dire, mais ça demande quand même un certain niveau de maturité. Et souvent, le content, tu vois, c'est peut-être le truc qui passe un peu en dernier. Quoi le content arrivé en dernier d'un process, quoi? C'est aberrant quand même, mais parce que quand on va quelque part sur un site, c'est pour son contenu et pas pour son aspect, mais ça fait toujours partie malheureusement des choses qui arrivent un peu trop tard, je trouve, en général. Et là où je trouve que le content designer, il est vraiment hyper important, et on en parlait une fois lors d'un événement avec Conto, c'était comment écrire une bonne doc. Parce qu'il y a comment écrire un bon contenu pour notre produit, qui est un vrai sujet. Mais quand on a des équipes qui commencent à être un peu plus grandes, avec beaucoup de designers, beaucoup de développeurs, beaucoup d'utilisateurs du système, il va y avoir parfois plusieurs composants, plusieurs façons de faire la même chose. Et il va falloir que tout le monde s'aligne. Et là, une bonne doc, c'est très compliqué. Et personnellement, c'est quelque chose que je trouve très dur de trouver le bon degré d'info, que ce soit pas trop ni pas assez, etc. Et que les gens qui vont l'utiliser la comprennent vraiment. C'est quand même un sujet assez complexe. Parce que souvent, la doc écrite par les techs, les designers ne la comprennent pas et vice-versa. Je caricature un petit peu volontairement, mais il y a vraiment cet aspect d'écrire une doc de qualité dans un design system qui est vraiment, vraiment importante. Complètement. Je me permets de rebondir du coup, parce que c'est vrai que c'est à 100% ce que je suis en train de faire là en ce moment. Et je vois des questions sur la différence entre content design et X-Writing, on pourra en parler après, mais je rebondis surtout sur ce qu'a dit Zaid, parce que c'est avec Zaid que j'ai commencé à bosser sur le design system chez Criteo il y a 1 an maintenant. En fait, on est parti de notre content system. Et en fait, c'est ça, il y a la documentation de votre design system, c'est-à-dire qu'est-ce que fait le composant, quelle est son anatomie, comment est-ce qu'on va décrire son comportement, ses variants, etc. Ça, c'est la base de la base, on est d'accord, mais pour en faire quelque chose de vraiment utilisé, de vraiment pertinent, en tant que content designer, je trouve que notre rôle, il est hyper pertinent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait atomiser en fait, des petites parties de guidelines, de comment écrire de degré émotionnel aussi, dans quel cas d'usage on va utiliser ce composant, pour passer quel message, dans quelle chaîne, par exemple, d'événements. On amène en fait cette lecture émotionnelle aussi au composant qui est super intéressante. Donc, on va bien évidemment vous aider à écrire des exemples qui fassent sens et qui soient pas juste en lorem ipsum. On va bien sûr vous aider à la rédaction, donc à déjà créer des templates de pages de documentation qui fassent sens aussi, qui soient pertinentes pour leurs utilisateurs, ce qui est vraiment le rôle d'un content designer, c'est-à-dire créer un contenu qui soit utilisable pour l'utilisateur final. Ici, c'est designer, dev, donc comment est-ce qu'on accommode l'ensemble des populations, on va dire, ou des audiences qui s'attardent au design system, mais on va aussi amener cette notion de contexte en fait qui est hyper forte aussi, et de pouvoir dire voilà, ces composants en réaction les uns avec les autres, on peut les utiliser dans ce qu'on appelle souvent des content patterns, c'est-à-dire on peut par exemple vous voulez, ça c'est je me souviens plus, c'est Shopify je crois qui fait ça très bien, non, Salesforce qui fait ça hyper bien. Ils disent vous voulez annoncer une nouvelle feature à un utilisateur, ou un utilisateur sous-utilise une de ces features, voilà l'ensemble des composants que vous pouvez utiliser dans cet ordre-là. En fonction des circonstances, vous pouvez utiliser ce variant, cette emphase, par exemple, de composants. Et pour l'écrire, vous pouvez faire comme ça. Et ça, cette lecture du design system, moi, perso, je la trouve fascinante, parce que d'un point de vue content design, c'est vraiment la rencontre de nos deux univers. Et c'est vraiment ce truc, en plus, qui en fait
un véritable organisme qu'on ne lit pas juste comme une page de doc de bon, j'ai besoin de tel composant, je cherche à savoir ce qu'il fait et je m'arrête ici. On amène un peu cette couche supplémentaire que je trouve, moi, perso, fascinante parce que ça touche au cœur de notre travail de designer en général. Et je m'arrête là pour le moment. Merci Cassandra. Je profite de la question de Sophie pour enchaîner un peu. Donc on commence à voir un peu à quoi est-ce que ça peut ressembler un design system. On voit qu'il y a des commentaires dedans, des explications, des annotations. Sophie pose la question, et c'est vrai que je me la pose aussi un petit peu, mais concrètement, à quoi ça ressemble? Avec quel outil on le met en place? Est-ce que c'est un Figma? Est-ce qu'il y a d'autres outils? Qu'est-ce que vous utilisez vous au quotidien? Christina, je ne sais pas si tu veux te lancer. Il y a plusieurs outils qui existent, hein. Après, aujourd'hui, je crois que là, enfin, en tout cas, celui que moi je préfère, c'est Zero Eight, parce que c'est un outil qui est créé pour la documentation de design system, donc c'est fait pour. Bon, même s'il y a quelques petites imperfections comme la collaboration, c'est pas encore gagné, hein, donc, mais c'est en cours de résolution. Donc notamment d'ici la fin de l'année, il y a quelques petites annonces qui vont arriver à ce sujet. Après, il y a Storybook. Il y en a certains, même, ils avaient utilisé Confluence, même avec un de mes clients, donc parce que Jira oblige, enfin Atlassian, Microsoft et compagnie, donc c'était du Confluence pour la documentation. Alors, c'était pénible, vraiment tellement pénible, donc je le déconseille vivement. Si on n'a pas le choix, tant mieux, mais par contre, si on peut faire autrement, allez-y, faites même un Google Sheet ou un Notion. Aujourd'hui, on peut très bien utiliser aussi Notion pour faire de la documentation, donc avec les API de Figma. Aujourd'hui, avec les nouvelles annonces de Figma, on peut même insérer de la mini-doc directement dans Figma avec le dev mode. Enfin, on peut annoter de composants, etc. Mais ce sera plus sur la partie UI kit. Mais vraiment, si on veut parler de gouvernance, de process, etc., donc là, il faut l'externaliser en dehors de Figma parce que globalement, ce ne sera pas accessible à tout le monde. Et donc, l'objectif quand même de toute cette information, c'est que tout le monde puisse avoir accès et pas uniquement les designers et les développeurs. Donc voilà, donc, après, il y a beaucoup d'outils, trop d'outils qui existent, mais je dirais Storybook Zero Eight, c'est un peu le b.a.-ba. Et après, derrière, c'est ce qu'on pense ou ce que notre organisation, la DSI, permet. Donc, il y a plein de choses, tu peux le faire du from scratch, certains font leur oui, bien from sûr. scratch, ça va dépendre de plein de choses. Personnellement, moi, j'ai pas vraiment de paroisse. J'ai envie de dire que ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend qui va utiliser le design system et que c'est vraiment très opérationnel ou est-ce qu'il est dans une maturité où il est quand même déjà au-dessus et qu'il est vraiment un outil presque stratégique aussi, etc. Selon moi, la bonne question à se poser, c'est où est-ce qu'on va rendre le truc un espèce de... J'aime bien l'idée d'un terrain neutre. C'est ni chez les designers, ni chez les développeurs, ni le côté terrain neutre, je le trouve pas mal. Je ne sais pas où le mettre, ça va dépendre des entreprises et des équipes, mais la notion de terrain neutre, et puis si certains... Enfin, par exemple, vous utilisez à fond Notion et vous voulez commencer petit, comme disait Christina, un Figma Storybook Notion, déjà, on peut faire quelque chose de très, très bien. Et si c'est dans les process de l'entreprise d'utiliser Notion, ça favorisera peut-être l'adoption et le réflexe d'aller chercher des informations là, parce que le problème d'avoir quelque chose d'externe, c'est que parfois certaines personnes dans leur day-to-day, ils n'ont pas envie d'aller chercher des infos à un autre endroit encore que là où ils ont déjà toutes leurs autres docs. Donc centraliser tout ça, c'est important, je pense. Et il n'y a pas de recette miracle, ça va vraiment dépendre de votre contexte. Ouais, complètement. J'aime beaucoup ce que tu dis. Allez, en fait, amener l'information là où les utilisateurs vont la chercher le plus souvent possible. Enfin, je sais que moi, il y a des éléments que je vais mettre dans le design system. Je parle au futur parce que c'est un truc encore en progrès qu'on est en train de bâtir ensemble. Mais il y a beaucoup d'éléments que j'ai sur Confluence que je sais que je vais garder sur Confluence, que je vais dupliquer dans Zero Eight parce qu'ils ont besoin d'être sur Zero Eight parce que c'est notre source de vérité, mais que que je garderai sur Confluence parce que Confluence, pour plein de raisons, c'est le repository de chez Criteo, c'est là où on va aller chercher nos dernières informations, c'est là où les gens ont l'habitude d'aller la chercher. Oui, je ferai des liens, des ponts, de l'éducation pour amener les gens sur Zero Eight, mais comme tu dis, en fait, ça sert à rien d'aller tirer les gens hors de leur process parce que ça peut être hyper violent aussi d'un point de vue symbolique, aussi dire, mais attends, mais ce truc m'échappe complètement, enfin, c'est un peu le message qu'on leur envoie. Donc voilà, faut pas hésiter, des fois, si vous pouvez le maintenir aussi, à faire des appels, tout simplement de votre page Zero Eight, Notion, etc., et aller le ramener dans les mains des gens qui en ont besoin et qui ont l'habitude d'aller chercher un endroit particulier, surtout dans les très grosses boîtes, je pense. Mais ça, pour le coup, c'est un très bon conseil.
Ouais, c'est vrai on peut des fois, en tant que designer ou quoi, avoir râlé un petit peu parce que le design system n'est pas adopté, mais des fois, la bonne question à se poser, c'est pourquoi il n'est pas adopté? Peut-être que je ne rends pas l'accès assez facile à ce truc-là. C'est un bon indicateur, le manque d'adoption quelque part, qu'il faut changer quelque chose dans les process. D'où l'importance aussi, la veille permanente, hein, les feedbacks, les interviews, pour comprendre exactement pourquoi, par exemple, il n'y a pas d'adoption et pas juste se dire « Ah ben non, ça n'a pas marché ». Donc, effectivement, la partie accès à l'information peut être complexifiée, d'où le manque d'adoption. Oui, c'est hyper important quand on est design system manager ou quoi, de temps en temps faire des one-to-one avec ses équipes, avec les personnes pour dire, OK, dans l'utilisation du design system, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui est pénible? Est-ce que c'est mal documenté? Est-ce que c'est mal arrangé? Enfin, voilà, des fois des choses très, très terre à terre, mais déjà, si les gens voient que je trouve que ça préoccupe quelqu'un de leur faciliter la vie, bah, même si c'est pas parfait, en général, ils ont tendance à adopter le truc un peu plus vite. Enfin, c'est toujours chouette de se dire, tiens, il est en train d'essayer de m'aider. OK, c'est pas parfait, mais on va y arriver. On voit que c'est quelque chose qui est en cours et que les gens sont écoutés. Les utilisateurs sont écoutés. Parce qu'on oublie souvent, on pense souvent quand on fait notre produit aux utilisateurs finaux et on laisse souvent les utilisateurs du design system de côté selon la taille et le sujet sur lequel on travaille. Merci. On a aussi un peu comme un produit, hein, comme tu le disais au début, c'est un produit, ça vit, donc forcément il faut en reparler, le retester éventuellement, si on peut utiliser le mot de test pour un design system. Totalement. Ouais. D'accord. Et Zaïd qui dit, c'est assez intéressant aussi, que l'adoption est facilitée grâce à des workshops récurrents, ownership du DS, feedback, pour que le DS reste top of mind. Bah, écoutez, merci. On continue du coup, on commence déjà un petit peu à en parler, hein, d'adoption. On va passer du coup dans la troisième partie, c'est comment est-ce qu'on fait vivre ce design system? Et peut-être pour répondre à une question qui a été posée par... pardon, que je retrouve la question. N'hésitez pas à voter pour les questions, j'en profite, parce que comme ça nous permettra de voir celles qui ressortent le plus. Mais il y a Jessica qui posait une question concernant la gouvernance. Alors voilà, elle dit que ça dépend évidemment de l'organisation, mais est-ce qu'il y a un modèle type de gouvernance qui pourrait être mis en place et comment est-ce qu'on le fait évoluer? Allez, qui veut se lancer? Modèle type, je vois difficilement comment on peut avoir un modèle type parce que ça relève de l'intelligence collective, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui doit trouver le bon modèle de gouvernance parce qu'effectivement, comme tu dis, ça dépend de l'organisation, mais aussi des personnes. Et donc, c'est à elles de décider ensemble comment ils vont gérer, comment ils vont gouverner du coup le design system ou le système qu'ils vont régir. Et donc, quels seront les rôles et responsabilités de chacun. Et ça, c'est vraiment une co-construction. Donc, il y a un modèle type. Il y a des modèles existants. Il y a d'ailleurs Nathan Curtis de H-Apes qui écrit énormément à ce sujet. Donc, c'est une mine d'or. Et donc, il présente les différents team models, les différents modèles de gouvernance qui peuvent exister. Donc, on peut s'en inspirer pour démarrer sur quelque chose. Moi, je donne beaucoup en exemple aussi Vanilla.js, qu'ils ont tout un pattern, par exemple, d'audit pour la décision, oui ou non, d'intégration de nouveaux composants. Il y a d'ailleurs, là, c'est un peu blockchain, mais Ethereum, par exemple, avec leur EIP models, en fait, Ethereum Improvement Protocols, donc en fait, c'est donc c'est la communauté, en fait, qui va proposer des améliorations à la blockchain Ethereum, et donc tous les process qui sont mis derrière pour que ça arrive vers les core dev team, donc ceux qui vont être le cœur, en fait, qui vont approuver au final l'amélioration de la blockchain ou l'intégration de telle ou telle proposition. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut observer et s'en inspirer, mais à proprement parler d'un modèle type, en tout cas, dans mon expérience, je n'ai pas rencontré encore. Peut-être Cassandra ou Hugo, vous avez déjà vu ça, mais en tout cas... Non, le modèle type, ce serait un peu la recette magique, quoi. C'est un peu comme si, est-ce qu'il y a un indicateur à un moment? Est-ce qu'il y a un modèle type et une recette toute faite? Malheureusement, non. Il n'y en a pas. Ou en tout cas, si quelqu'un en a une qui me la donne, moi, je suis preneur, hein, aussi. Et ce que je dirais, c'est que souvent, quand on va lancer un projet comme ça, c'est des gens qui vont faire ça en plus de leur temps de travail. C'est en plus, ou en tout cas, qui vont prendre sur leur temps de travail pour faire ça. On va leur allouer un peu de temps, etc. Mais il n'y aura pas tout de suite quelqu'un qui sera full-time ou une équipe qui sera full-time DS, design system. Donc, au départ,
comme on le disait tout à l'heure, personnellement, je conseillerais de partager cet ownership parce qu'il est déjà pas full-time. Donc, en plus, si vous êtes le seul à le porter, ça peut être un peu lourd. Et ça peut être aussi un peu difficile de se faire entendre quand on est seul et voilà, chercher des alliés. Donc, au tout départ, je dirais 2-3 personnes qui arrivent à se partager une charge de travail. Et idéalement, si le design system grandit et que la structure gagne en maturité, peut-être que ces personnes-là pourront se porter volontaires pour devenir des gens qui seront full-time design system et créer vraiment une équipe dédiée au design system, quoi. Moi, c'est pas tant un modèle de gouvernance parce que c'est très content-centric, mais je trouve que c'est un modèle qui était hyper intéressant sur comment décider quel type de contenu on va mettre dans un design system, comment est-ce qu'on l'intègre, dès qu'il faut trancher sur une règle un petit peu. Donc ça, c'est très, très propre au contenu, mais c'est Dropbox qui faisait ça. Je crois qu'ils le font encore. Je trouvais ça dans un article Medium il y a de ça 1 an et demi, donc prendre avec une pincée de sel, mais qui était hyper intéressant. En fait, ils partaient, eux, j'allais dire du bas, dans le sens où ils avaient une channel Slack ouverte, où ils disaient, si vous ne trouvez pas quelque chose, eux, c'était dans leur documentation, eux, ils avaient un proto-content system, c'était déjà un petit bout de temps. Si vous ne trouvez pas une réponse à votre question dans les guidelines, dites-le nous, posez-nous la question directement. C'est la channel qui s'appelle Ask a Writer. Et donc, dans Ask a Writer, il y avait des questions qui tombaient toutes les semaines. Celles où il pouvait répondre immédiatement, parce que c'était un petit truc, il le faisait. Cependant, il y avait des questions qu'il gardait pour eux. Et toutes les semaines, il y avait content designer, quelqu'un du market et donc pas mal de stakeholders, des gens qui écrivent pour Dropbox, qui se réunissaient, qui prenaient une décision ensemble, qui donnaient la réponse à la personne et qui ensuite l'intégraient dans le design, pardon, pas dans le design system, là, dans les guidelines de contenu. Ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, je dis pas nécessairement que c'est la chose à faire pour le design system à chaque fois, mais qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est avoir un canal ouvert pour pouvoir recueillir un peu les demandes, les questions, ce type de choses. Avoir une équipe donc d'honneurs qui peuvent prendre des décisions et qui sont habilités à prendre des décisions. Si possible, les tester, les intégrer au design system et continuer à communiquer comme ça en continu. Et en fait, en ouvrant ce canal, déjà, vous avez moyen de recueillir aussi pas mal d'informations et de faire identifier ces personnes-là qui vont prendre ces décisions. Et vous allez créer un lien aussi avec vos clients en interne, qui sont en fait designers, devs, et puis un peu toute cette population autour, qui peut être aussi hyper intéressant. Super, merci. Donc, bon, on voit bien, hein, c'est un peu le mot d'ordre d'aujourd'hui, pas de recette magique. C'est quand même quelque chose, une démarche qui a l'air assez expérimentale, qui se construit avec le temps. Juste, l'équipe d'ownership, comment est-ce que vous l'animez chez Criteo au quotidien, Cassandra? Est-ce que vous faites des réunions mensuelles? Comment est-ce que ça se passe? Alors, je ne suis pas hyper à l'aise à l'idée de répondre à ça parce qu'il y a dans le chat une de mes collègues qui vraiment c'est le travail. Je sais que moi, je suis vraiment en annexe de ce travail principal. Je sais qu'en effet, ils ont des réunions toutes les semaines avec différents stakeholders. Ils ont des réunions avec les devs, ils ont des réunions avec aussi les PM qui sont en charge de diffuser cette initiative. Ils ont aussi des réunions du coup avec nous, parce qu'il y a une autre content designer chez Criteo qui les aide. Donc voilà, eux, ils sont vraiment un peu au centre de cette initiative et on se voit et en effet on se coordonne hyper régulièrement sur le sujet. Pour ce qui est de la partie contenu, donc là où je peux parler avec un peu plus d'aplomb, on va dire. Ça, c'est plus des workshops. En fait, de la même façon, en fait, avec les UI, ils viennent me voir s'ils ont un souci, s'ils se posent une question, s'il y a quelque chose sur la documentation qui n'est pas encore très clair, ou si tout simplement il faut qu'on avance ensemble sur un sujet de documentation. Et souvent, en fait, on fait des workshops. Là, on vient tout juste d'en terminer un sur les templates, donc à faire pour les composants. C'est vraiment cette relation de travail sur le long terme. Donc, je pense que Christina ou Hugo ont peut-être des exemples un poil plus concrets, étant vraiment au cœur de cette initiative. Mais pour le contenu, oui, je vous recommande d'être en lien direct avec vos content designers. Hugo, Christina, qu'est-ce que vous recommandez, vous? C'est toujours difficile de poser des recommandations. Parce que vraiment, une recommandation dépend d'un contexte et je vais sûrement pas recommander la même chose selon que je suis avec tel ou tel client. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qui a déjà été dit. Ce serait juste tourner sur le sujet. Okay. Pareil pour toi, Christina? Oui. Okay. Bon, c'est quand même super intéressant cette remarque de simplement ouvrir un canal Slack, parce qu'on parlait un tout petit peu au début de communication, et c'est aussi un moyen de le faire connaître finalement que d'avoir cette possibilité de remonter.
Comment est-ce que on met à jour un design system du coup? Qu'est-ce qui se passe quand on veut le mettre à jour, quand on veut le faire évoluer? Christina? Ah bah, alors là, effectivement, il y a tout ce sujet de gouvernance qui va primer. Donc, d'où l'intérêt. Alors, là, c'est un exemple que je vis en formation depuis quelques années, c'est qu'à chaque fois, on néglige un petit peu cette étape, tout comme la documentation, mais on se concentre beaucoup trop sur les composants, beaucoup trop sur la bibliothèque, l'UIKit et tout. Et au moment qu'on arrive, OK, bah super, comment on va documenter? Et en fait, tout le monde intuitivement pense que c'est très facile parce que tout le monde sait écrire. Bon, tout le monde sait écrire. Mais une fois qu'on se pose et qu'on commence à réfléchir sur le plan, qu'est-ce qu'on va raconter à travers la documentation, là, ça se corse. Et du coup, je vois la panique dans les yeux des apprenants en disant « Oh my God, je ne pensais pas du tout que c'est comme ça ». Et au final, de créer un plan de documentation, juste des sections d'une documentation, c'est déjà, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, on se rend compte que c'est tout un sujet et qu'il ne faut pas négliger, que ça demande du temps et de la réflexion. Et bien pareil sur les modèles de gouvernance ou les modèles d'audit. Donc en atelier, je demande souvent, OK, comment je présente par exemple le Vanilla.js. Donc j'explique par exemple comment eux, ils ont construit leur modèle d'audit. D'ailleurs, Decathlon, dans leur design system, ils ont également un modèle d'audit pour les nouveaux composants, pour les nouvelles modules, etc. Donc en fait, il y a à chaque fois des process à mettre en place pour se faciliter la vie et automatiser ces parties-là. Parce que sinon, on va se risquer d'être submergé par des informations, par des points d'entrée qui viennent dans tous les sens, et on va être totalement perdu. Donc, il faut rationaliser très rapidement toute la stratégie en fait, de feedback, de signalement de bugs, de demande de nouvelles fonctionnalités, de composants, etc. Et donc, il faut qu'on sache comment les auditer pour approuver ou non telle ou telle fonctionnalité. Donc là, vraiment, c'est pareil, c'est un atelier de co-conception, de co-construction, de dire, voilà, comment on approuve ou non la demande, donc quels sont les cas de figure qu'on va prendre en considération pour approuver ou non, et derrière, par rapport à notre roadmap, parce que Camille fait bien dire, forcément, dans notre design system, on a déjà une roadmap existante, du coup, à l'intérieur de cette roadmap, il faut qu'on prévoie notamment toutes ces parties de maintenance, c'est-à-dire de prendre en charge la correction de bugs, l'implémentation des nouvelles fonctionnalités, l'implémentation de ce qu'on avait déjà prévu, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment beaucoup du travail et cette phase-là, elle est cruciale, tout autant que la phase de cadrage. Donc pour moi, il y a ces deux phases-là qui sont super importantes parce qu'au final, nous, en tant que designer, en tant que développeur, on maîtrise notre métier, entre parenthèses, de construire des UI-kits ou de construire des composants, les coder, etc. Mais par contre, tous ces process avant et après, ils sont super importants et il faut vraiment mettre la charge dessus et pas autant sur la partie production. Enfin, Hugo, Cassandra. Non, rien à rajouter là-dessus. Je crois que c'est Decathlon qui a en public leur GitHub Oui. avec leur roadmap, design system, etc. Donc, on essaiera de vous retrouver le lien. Ça peut être une bonne source d'inspiration parce qu'ils sont quand même très, très solides sur le sujet. Mais oui, le versionning, c'est comme un produit, quoi. Il faut gérer ça comme un produit avec des versions, des changements et des décisions à prendre. Exactement, toute la phase de priorisation, parce que c'est bien beau d'avoir une roadmap, mais quand on a vu, on est dans un système vivant, il y a des imprévus. C'est comme la vie. Donc, il y a des moments où on ne pourra pas tout prévoir et tout inscrire dans une roadmap. Et donc, il faut aussi se garder cette liberté d'action. Mais cette liberté d'action, comment on la définit et donc à qui on la donne et comment on priorise par rapport, par exemple, à une nouvelle demande qui arrive, quelle sera son importance par rapport à quelque chose qu'on a inclus dans notre roadmap de développement de produit. Donc, Génial. Cassandra, tu voulais compléter? Non, franchement, rien à rajouter. Je vous avais parlé du cas Dropbox qui, pour moi, correspond à peu près aussi à ces éléments-là. Mais là, je suis en dehors de mon domaine. Top. Merci Romain. Je vois que tu nous partages pas mal de ressources, dont le design system de Decathlon. On va passer aux questions parce qu'il y a eu pas mal de questions pendant cet épisode. Donc, si vous voulez voter, encore une fois, allez dans l'onglet questions et on votera pour les questions qui ont le plus de votes. Et on va commencer tout de suite avec une question de Julie. Alors, Julie qui nous demande, est-ce que le design system doit être créé pour un produit unique? Comment peut-on fonctionner en mode agence ou multi-produit? Qui veut répondre?
parmi vous. Alors, Ouais, moi, vas-y. j'allais dire, je peux parler d'un point de vue contenu très, très simple. Pour moi, ça paraît inenvisageable de partager une voix sur... Enfin, ça dépend. Il y a le cas Atlassian qui fait ça très, très bien. Ils ont une voix qu'ils ont ensuite diffusée en fonction de leurs produits. Mais ça reste une identité de marque qui est quand même très forte, qui est ensuite diluée en fonction des produits, des audiences, etc. En mode agence, par contre, j'avoue que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez étranger. Je me vois assez mal adapter une voix à des produits, des audiences, des contextes très, très différents. Donc, si jamais c'est d'un point de vue contenu que tu cherches des bons exemples, notamment Julie, je te conseille vraiment d'aller voir ce que fait Atlassian. Bon, ils ont un peu tourné l'ensemble sans rentrer trop dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'une modulation tonale en content design, mais eux, en fait, vraiment, ils expliquent qu'il y a la grande voix Atlassian qui est présentée dans leur design system, qui est assise par la brand, notamment la marque, etc. Et ensuite, ils ont différentes modulations tonales en fonction du produit dans lequel on intervient en tant que content designer, avec donc des ajustements à comment est-ce que l'on va écrire pour ce produit. Mais il y a quand même un peu cette grande instance qui chapeaute, et il faut que le produit soit aussi rattaché à cette grande instance. Donc voilà, je ne sais pas ce que pour vous, Christina, Hugo, ça peut vous évoquer, mais moi j'avoue que dans ce cadre-là, multi-produit, ça peut marcher avec une grande instance chapeautante d'un point de vue voix, etc. En mode agence, pour moi, c'est... Après, peut-être que ce que je comprends de la question de Julie, c'est peut-être plus sur l'opérationnel et moins sur le contenu, sur vraiment le côté très composant, etc. Comment je peux gagner en vitesse, en production, etc. Et là, il y a des notions assez intéressantes qui sont en grande partie liées au token, sans rentrer trop dans la technique, mais la notion de headless design system, c'est-à-dire que je vais essayer d'appliquer des règles et des liens génériques qui ensuite pourront être dupliqués sur une marque A, une marque B, une marque C, et je vais changer certaines couleurs de marque, certaines polices de caractères, etc., qui vont me permettre d'avoir quand même quelque chose qui se déploie assez vite parce qu'à la base, on a fait quelque chose de très structuré. Donc, la notion de headless design system, elle est à creuser selon moi, si tu veux essayer de trouver des réponses à ça. Et je rejoins assez Hugo dans ce qu'il a dit. Et effectivement, dans ce cas de figure, on va parler pas forcément de design system, mais peut-être plus d'un UI kit. Donc, effectivement, toute la partie opérationnelle. Et qu'il y avait le plugin Figma Tokens. Non, maintenant, ils ont changé de nom. Du coup, c'était Token Studio for Figma. Donc, c'était Yann Six qui l'a créé. Donc, on peut acheter même d'ailleurs un workshop avec lui. Moi, je l'ai fait. Et ça permet vraiment très vite de comprendre l'intérêt des tokens. Et puis là, avec les dernières annonces Figma, avec les variables, on est totalement capable aujourd'hui de gérer la partie UI kit multi-marque, donc multi-produits, avec les éléments que évoquait Hugo, mais de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus intégrée. Donc, et il y a aussi des UI kits, enfin des starter kits en fait qui existent. Même moi, j'ai un starter kit pour tous mes projets en fait que je vais adapter ensuite par rapport aux besoins, parce qu'au final, une interface, c'est des champs, c'est des boutons, c'est des titres, donc il y a des cards. Enfin après, il y a peut-être le border radius qui va changer, la taille des dimensions. Enfin voilà, mais on va dire qu'on a toujours une base qu'on connaît déjà, qu'on peut prévoir en avance. Et donc, au lieu de recommencer à chaque fois la création from scratch de ces éléments, on peut déjà les automatiser quelque part grâce, du coup, soit aux variables avec Figma, soit aux design tokens avec Yann Six. Donc, à voir, là, on est plus à l'aise, quoi. Voilà. Top, merci beaucoup. J'espère qu'on aura répondu à tes questions, Julie. On peut prendre une deuxième question, celle de Yolène, qui demande comment amener les devs sur la doc fonctionnelle qui est importante et vice-versa avec les designers. Je peux répondre un petit peu si vous voulez. En fait, je pense que c'est un peu comme... C'est une vraie approche design très méta, en fait. C'est-à-dire qu'il faut penser à vos devs, à vos designers, à toutes les personnes qui vont utiliser le design system comme des utilisateurs. Donc, en fait, l'ensemble des méthodes que vous connaissez en tant que designer, elles sont super utiles. Allez faire vos recherches, allez faire vos audits, essayez de comprendre quelle information est importante pour eux, laquelle ils vont chercher, faites des priority guides, par exemple, vous dites, pour les devs, voilà l'information la plus importante, puis la deuxième, puis la troisième, enfin, voilà, etc., pour construire vos pages et construire votre documentation. Déjà, juste d'un point de vue construction de doc, en fait, plus la documentation
documentation, vous allez la rendre utile et ajustée à l'information qu'ils vont venir chercher, plus vos utilisateurs, du coup, auront tendance à se reporter dessus. Après, en termes d'évangélisation, peut-être Hugo, Christina, vous avez peut-être plus de points sur le sujet. Non, moi j'aurais juste rajouté pour compléter, quand je suis sur ce genre de préoccupation, j'essaie de prendre des représentants de ces parties-là et de créer les docs avec eux, créer les premières versions, les premières moutures, mais ça revient à ce que tu disais, à des workshops et de comprendre ce dont ils ont besoin, si ça s'adresse à eux de la bonne manière, dans le langage qui est le leur, parce que c'est pas un mot qu'on a trop utilisé, mais en fait, on cherche à parler la même langue, d'essayer de comprendre, de se comprendre ensemble. On a des jargons métiers qui sont un peu différents, mais l'idée, c'est de parler la même langue pour arriver à un résultat commun, à savoir construire notre produit. Donc, pour savoir si on se comprend bien, faut passer par là, quoi, embarquer les gens avec soi. Et le meilleur moyen, selon moi, c'est de les faire participer. Tout à fait. Toute la question du design system, c'est la participation et la collaboration. Voilà, c'est le mot de la fin. Écoutez, oui, on peut finir là-dessus. Alors, il y avait quand même pas mal de demandes d'exemples dans les questions. Alors, je crois qu'il y a pas mal d'entreprises qui laissent accessible pas mal de leurs travaux. Est-ce que, comme ça, on pourrait se refaire un petit tour de table où vous proposeriez un peu vos meilleurs exemples, les meilleurs exemples que vous avez en tête? Moi, c'est juste un petit disclaimer avant ça, c'est qu'il ne faut pas aller chercher dans les trop gros tout le temps parce qu'on a tendance après à se dire waouh, on veut faire le design system de Salesforce ou un truc comme ça et c'est peut-être pas approprié, mais après pour notre équipe ou notre produit, il y a Design System France, il y a un channel Slack où il y a beaucoup de choses, il y a des Design System repo, je ne sais plus exactement les URL, mais on pourra vous les donner, où il y a justement pas mal de Design System en public. Moi, j'ai ça en tête qui me vient comme ça. Je crois que Decathlon, ils ont rendu public leur design system aussi. Il y a vraiment beaucoup d'inspiration à prendre à droite à gauche. Mais encore une fois, une des recommandations que je donnerais, moi, c'est pas de. Il y a des choses, c'est presque un peu trop contradictoire, mais il y a des choses à prendre partout. S'inspirer, c'est bien, mais de se dire ils le font, on le fait, pas toujours une bonne idée. Google le fait, il faut le faire. Pas sûr. Complètement. Moi, je sais juste que d'un point de vue content intégré au design system, donc sur ce point très particulier, j'aime pas mal, comme tu dis, Hugo, des petits éléments par-ci par-là que je trouve fascinants. J'aime beaucoup la lecture émotionnelle de Polaris, donc de Shopify, qui est hyper intéressante. Ils amènent une matrice émotionnelle sur leurs composants qui est géniale, que je vous recommande. Doctolib a traduit, en fait, a localisé certaines de ces guidelines dans leur design system, donc de contenu, parce que ils s'expriment en français, en allemand et en anglais. Donc, je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus, vraiment sur ces petits cas d'usage que moi j'aime beaucoup. Et de manière générale, Atlassian sur leur vision de la langue, donc la voix versus le ton. Vraiment sur ces éléments un peu niche, je trouve que la approche est hyper intéressante. Christine a un petit exemple pour la fin. Un petit exemple, alors il y a beaucoup, il y a forcément Decathlon qui me vient, qui pour moi est un des excellents design systems français aujourd'hui. En termes de conception, en termes de logique, en termes de stratégie, le fait que vous pouvez remonter le fil. Donc moi, de toute façon, on les décortique en formation à chaque fois avec les apprenants parce que je trouve vraiment super intéressant en termes de process, comment ils se sont pris, d'où ils sont partis, où ils en sont aujourd'hui et le temps. J'aime beaucoup effectivement Polaris pour tout cet aspect émotionnel, notamment sur l'évaluation en fait de tone of voice par rapport aux composants, à quel moment dire quoi. Ça me fait penser beaucoup aussi au content design system de Mailchimp qui est du coup vraiment autour du verbe. Alors moi j'aime beaucoup les mots et j'appuie vraiment l'importance sur le mot, sur le verbe dans mes formations parce que, alors moi je suis pas française à l'origine, donc je suis arrivée, je parlais pas un mot de français, donc forcément les mots ça fait une grande partie de ma life quoi. Donc aujourd'hui c'est très important pour qu'on puisse se comprendre et surtout
comme a très bien dit Hugo, de s'assurer qu'on se comprend bien par rapport à ce qu'on dit, parce que c'est pas toujours identique. En fait, des fois, c'est pour ça, par exemple, qu'est-ce qu'est le design system? On va répondre 15 personnes ils vont répondre la même chose. Donc, c'est super important qu'on partage les mêmes bases. Et donc, c'est pour ça, le MailChimp ou Polaris, je trouve très intéressant sous cet aspect-là. Mais en tout cas, vraiment, là, pour l'instant, celui qui me retient beaucoup mon attention par rapport à ces décathlons. Après, il y a forcément le système de design de gouvernement, mais ça, c'est aussi pour des raisons pas forcément juste de... C'était intéressant, toute la charge sur la partie cadrage et ce que ça représentait comme enjeu, en fait, pour la mise en place de ce design système. Et puis voilà, je pense que et si, il y a Brainly aussi que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant sur leur façon de se positionner. Donc voilà, il y a je pense que tous les design systems peuvent être intéressants à regarder. En tout cas, c'est ceux que je retiens. Et forcément, il y a Lightning Design System de Salesforce parce que c'est eux qui ont introduit les tokens. Donc, si on a envie de remonter sur l'historique des design tokens, c'est intéressant d'aller voir pourquoi et comment ils les ont mis en place. Ils écrivent beaucoup à ce sujet-là. Donc, voilà, globalement, c'est tout pour moi. C'est pour l'instant. C'est déjà une belle liste que tu viens de nous donner là. Voilà, écoutez, on a dépassé notre petite heure, l'heure de convenue pour ces Design Bento Box. Je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne, laisser les gens retourner au travail ou peut-être profiter de la fin de leur pause déjeuner. Je voulais vous remercier tous les trois d'avoir été avec nous. Merci aussi à toutes et à tous qui étaient avec nous derrière vos écrans. On a passé un super moment. Merci pour toutes vos questions et tous les commentaires qui ont permis d'enrichir ce Design Bento Box que vous pourrez retrouver, je fais un peu de promo, j'insiste, mais sur notre chaîne YouTube avec tous nos autres contenus. Voilà, merci à tous et merci à toutes et à tous. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Au revoir.